avec des chercheurs spécialisés par pays, et à dénoncer les violations des droits, à fournir des recommandations aux différents gouvernements et à travailler étroitement avec les ONG de droits de l'homme des différents pays. Bon, évidemment, l'Afrique, j'avais un intérêt particulier puisque je suis moi-même africain et que je me soucie donc du sort des populations, surtout les populations les plus démunies. Donc j'y attachais un intérêt particulier. Mais on a souvent tendance à croire que les pires violations des droits humains, c'est en Afrique. C'est pas le cas. Il y a des violations des droits humains aux États-Unis, en Chine, en Iran, au Brésil, partout. C'est pourquoi d'ailleurs, à Amnesty International, on ne comparait pas pays par pays et on ne faisait pas de classement. Parce qu'une violation des droits humains, c'est subi par quelqu'un, c'est subi par des populations, donc on ne peut pas comparer d'un pays à un autre. Il faut répondre à chaque violation. Alors, je rappelle que vous avez en face de vous, très chers téléspectateurs, l'ancien secrétaire général de Amnesty International. Alors, une organisation, la défense des droits humains, mais l'imagerie, surtout certains hommes politiques, considèrent, à tort ou à raison, que ce sont des organisations plutôt alarmistes. Est-ce que vous savez pourquoi? On sonne l'alarme. On met les gouvernements face à leurs responsabilités. Parce que les gouvernements ont signé des conventions et notre rôle, c'est de s'assurer qu'elles respectent leurs obligations. Lorsque une convention, comme la Convention contre la torture, est ratifiée par un gouvernement, le gouvernement s'engage à s'assurer que la torture ne sera pas pratiquée dans ces prisons. Lorsque la torture est pratiquée et qu'il y a impunité totale, nous rappelons au gouvernement ses obligations, nous portons ça sur la scène internationale. L'objectif, c'est de faire honte à ces gouvernements-là qui ne respectent pas leurs paroles et les obliger à prendre des sanctions envers ceux qui pratiquent la torture. Absolument. Je rappelle également que Pierre Saïd Sadé a été sous-secrétaire, sous-directeur au niveau de l'UNESCO. Ouais. Et votre rôle consistait à quoi? Mais j'étais sous-directeur général chargé des sciences humaines et des sciences sociales. Et donc, il s'agissait de recommander au gouvernement des politiques publiques à travers, encore une fois, des conventions ou des déclarations internationales sur des programmes tels que l'éthique des sciences et de la technologie, la lutte contre la pauvreté, les droits des femmes, les transformations sociales qu'il s'agit de surveiller, d'accompagner, et où il fallait répondre de manière intelligente aux transformations sociales qui affectent notre société. La prospective également. Donc il y avait différents programmes où on combinait la recherche, la formulation de politiques publiques et les recommandations au gouvernement. Donc ça, c'était un travail fastidieux. Intéressant. Intéressant, ouais. Plutôt. Alors, comprenez que nous avons en face de nous un ancien fonctionnaire international qui a servi comme secrétaire général de Amnesty International, mais également au niveau de l'UNESCO. Et quand on parle du Sénégal en matière de droits humains, à votre avis, aujourd'hui, la situation va de mal en pis ou il y a une amélioration à tout point de vue? Je crois qu'elle va de mal en pis. En matière de droits humains, vous avez souvent des droits qui sont négligés et qui sont violés du fait du système qui est en place. Par exemple, la pauvreté, c'est une violation des droits humains. La pauvreté. Tout le monde a le droit de vivre en dehors de la pauvreté. Or, la pauvreté, elle ne découle pas d'un ordre divin. La pauvreté, ce n'est pas une question de chance ou de malchance. La pauvreté découle d'un système économique qui a été mis en place, qui enfonce les gens dans la pauvreté et les empêche
d'en sortir. 50% de la population sénégalaise vit dans la pauvreté. Ça veut dire que vous avez 50% de la population dont les droits socio-économiques sont violés au quotidien. Mais c'est dû au sous-développement. Non. Vous avez aussi la pauvreté dans les pays développés. Vous avez la pauvreté aux États-Unis, vous avez la pauvreté en Angleterre, vous avez la pauvreté en France. Ils ont mis en place des systèmes de protection sociale qui permettent aux gens qui tombent dans la pauvreté de garder la tête hors de l'eau. La pauvreté, découle de politiques qui ont été mises en place dans les pays sous-développés, des politiques néolibérales. On nous enferme dans un système de production qui fait qu'on ne produit pas de valeur ajoutée. On creuse, on met dans les bateaux, on envoie dans les pays riches. Couvrir nos besoins, on laisse le soin à l'importation. Par exemple, on produit de l'or, on importe des bijoux. On produit du coton, on importe des chemises. On produit de l'arachide, on importe de l'huile d'arachide. Mais entre la production primaire et le produit fini, il y a la transformation qui n'est pas faite dans notre pays, qui est faite à l'extérieur. Et c'est la transformation qui enrichit un pays. Oui. À qui la faute? La responsabilité, ce sont aux Africains eux-mêmes? La responsabilité, elle est partagée entre les gouvernements africains et les institutions de Bretton Woods qui imposent leur politique. Est-ce que ce n'est pas fait à dessein aussi? Bien sûr. Maintenir l'Afrique dans la pauvreté. Bien sûr. Et l'élite africaine dans tout ça, elle sert à quoi? Mais justement, c'est fait à dessein pour maintenir l'Afrique dans la pauvreté et pour pouvoir s'emparer de ses richesses à un coût très faible. Mais la responsabilité de l'élite, c'est de nous sortir de ce piège-là. Il ne faut pas solliciter les électeurs si on ne peut pas régler le problème. Il faut le laisser à d'autres qui ont peut-être des idées pour nous sortir de ce piège-là, assurer qu'on transforme nos ressources sur place en produits finis, qu'on réduise drastiquement toutes les importations parce que ça enrichit les pays qui transforment et donner les marchés au secteur privé national. Prenez les infrastructures. Les infrastructures, c'est une double peine. Un, parce qu'on s'endette pour réaliser ces infrastructures, donc il faudra rembourser ces prêts-là. Et deuxièmement, comme on confie les marchés à des entreprises étrangères, le profit est rapatrié. Alors que nous avons un secteur privé national qu'il faut encourager pour qu'ils puissent monter en puissance. C'est à eux qu'il faut en priorité donner les marchés. C'est à eux d'identifier les complémentarités nécessaires en développant des partenariats avec l'étranger. Mais c'est eux qui doivent être la locomotive. Mais la mondialisation, c'est quand même une compétition. Est-ce que le secteur privé national, comme vous évoquiez tantôt, a la capacité justement à réaliser ce que ces sociétés étrangères peuvent réaliser? Oui, mais la capacité, elle se développe. Elle n'est pas là du jour au lendemain. Donc il faut une stratégie volontaire de développement du secteur privé à développer avec les chercheurs, avec le secteur privé, pour qu'elle puisse petit à petit monter en puissance. Je ne comprends pas qu'on puisse confier la construction de routes à des sociétés étrangères, alors que au Sénégal, nous avons des compagnies de BTP qui construisent des routes. Parfois même hors du Sénégal, dans d'autres pays. Exactement, la CSE. On fait de mauvais choix. Je ne comprends pas la pertinence de construire une ville nouvelle comme Diamniadio, qui est dans la banlieue de Dakar, qui est à 70 km de Dakar, qui a déjà les infrastructures qu'il faut. Il faut ajouter d'autres infrastructures, mais créer une ville nouvelle, il faut créer tout un écosystème, ça prend 50 ans. Et ça revient extrêmement cher. Le seul intérêt que je vois pour les autorités de choisir Diamniadio, c'est les rétrocommissions. Les rétrocommissions? Bien sûr. Les pots de vin? Bien sûr. Bien sûr, c'est comme ça qu'ils s'enrichissent, ceux qui sont au pouvoir. C'est infrastructure, endettement, rétrocommission. Et c'est comme ça qu'ils bâtissent leur fortune.
Mais si on avait fait une étude comparée, est-ce qu'on prend Thiès ou est-ce qu'on prend Diamniadio? Mais tous les analystes vous diront, il vaut mieux prendre Thiès. C'est à 70 km de Dakar. Il y a déjà des infrastructures qui existent. Il suffit de compléter et les gens peuvent vivre à Thiès, travailler à Dakar, ou travailler à Dakar, ou vivre à Dakar et travailler à Thiès. Créer une ville nouvelle, c'est un investissement sur une période de 50 ans. C'est un projet qui dure très longtemps. Il suffit de voir Abuja. Et l'argent aurait pu être mieux utilisé, aurait pu permettre de vraiment développer la ville de Thiès pour qu'elle puisse absorber l'immigration rurale, en faire une véritable ville secondaire. Diamniadio, ça va être un chantier pendant... C'est déjà un chantier depuis 10-15 ans, mais le chantier, vous allez voir, dans 30 ans, ce sera encore là, un chantier. Ce n'était pas une bonne idée. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les infrastructures, mais il faut faire les bons choix. Et le bon choix, c'est aussi en termes de coût. Alors, le terre, c'est un bon choix? Non. Ah bon? Absolument pas. Mais la mobilité, Pierre Sadé, oui, mais attendez. Même la question de la mobilité. Oui. Dans un pays aussi pauvre que le nôtre, on n'a pas besoin d'un train rapide de dernière génération. Ça, il faut le laisser aux pays riches. Avec ce qu'on a investi dans la terre, on aurait pu construire un chemin de fer qui va de Dakar à Ziguinchor. On aurait pu réhabiliter les chemins de fer du Sénégal. Faire terre sur 35 km, ça n'a aucun sens. Les trains rapides en Europe, en Amérique, c'est des trains qui sont conçus pour construire des chemins de fer de 200-300 km et qui le font en 1 heure de temps ou en 2 heures.